Chers élèves, la dernière fois, on a vu la formation des chaînes de subduction. Et on a vu que cette zone était caractérisée par l'enfouissement d'une lithosphère océanique plus dense sur une lithosphère océanique continentale moins dense. En plus de la présence d'une fosse océanique, d'un prisme d'accrétion, des foyers sismiques répartis selon un plan appelé plan de Benioff et un volcanisme andésitique. Maintenant, on va voir l'origine du magma de ce volcanisme andésitique. Et on va mettre petite fois origine du magma du volcanisme andésitique. Du volcanisme andésitique. Pour cela, les géologues ont étudié le comportement d'une roche qui se trouve au niveau du manteau. Cette roche est appelée la péridotite. Donc, ils ont étudié le comportement de cette péridotite dans deux conditions différentes. Le comportement selon la pression et la température. Dans un milieu, ils ont mis la péridotite en absence d'eau. En absence d'eau. On dit que le milieu il est anhydre, ou bien la péridotite elle est anhydre. Et dans une autre condition où cette péridotite se trouve en présence d'eau. On dit que le milieu est hydraté, ou bien la péridotite elle est hydratée. Milieu ou bien péridotite hydratée. Je veux dire péridotite hydratée, péridotite anhydre. En variant la pression et la température, donc la température en degrés Celsius, la pression, donc si on prend la péridotite et on l'a mis dans ces conditions de température et de pression, son état physique est solide. C'est-à-dire, dans ces conditions de pression et de température, la péridotite en absence d'eau anhydre et elle est solide. Donc, solide. Par contre, si on franchit ce trait, ou bien cette courbe, et on passe dans d'autres conditions de pression et de température, cette même péridotite qui est anhydre devient liquide plus solide. C'est-à-dire que cette péridotite va entrer en fusion partielle. Elle va donner un peu de liquide plus le résidu qui est solide. Ce trait est appelé un solidus. Donc le trait en noir, c'est le solidus de la péridotite anhydre, sans eau. La même chose, ils ont fait pour la péridotite en présence d'eau. Et ils ont trouvé que le solidus de la péridotite en présence d'eau est représenté par cette courbe. Donc cette courbe, solidus de la péridotite hydratée. Je mets ici hydratée. Solidus de la péridotite hydratée. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce trait? Dans des conditions qui ne franchissent pas ce solidus de la péridotite hydratée, cette péridotite elle est solide. Mais une fois on va franchir ce solidus de la péridotite hydratée, la péridotite devient liquide plus solide. Je vais mettre ici liquide plus solide. Donc supposons qu'on a une péridotite anhydre.
Dans ces conditions, cette température T et cette pression P, comment est la périodicité en absence d'eau? Elle est solide, car ces conditions n'ont pas franchi le solidus de la périodicité anhydre. Donc, pour la faire entrer en fusion, on doit augmenter la température pour qu'elle franchisse ce solidus et devienne liquide plus solide. Mais si à la même périodicité qui est anhydre, on va ajouter l'eau. Dans ce cas, le solidus, c'est la courbe verte. Comment est la périodicité en présence d'eau dans ces conditions de température et de pression? Elle est liquide plus solide, car on a franchi le solidus de la périodicité hydratée. On peut déduire que l'eau accélère ou bien facilite la fusion partielle de la périodicite. Donc, l'eau facilite la fusion partielle de la périodicite. Si on représente les conditions de température au niveau de la zone de subduction, c'est-à-dire le géotherme, l'augmentation de la température en fonction de la profondeur, on trouve cette courbe. Donc, supposons que c'est la courbe, on appelle géotherme de la zone de subduction. Ce trait, ou bien cette courbe en bleu, représente le géotherme de la zone de subduction, c'est-à-dire la variation de la température au niveau de la zone de subduction. Qu'est-ce qu'on constate? Que ce géotherme ne coupe pas le solidus de la périodicite anhydre. Donc, dans ces conditions de température et de pression, comment est la périodicite anhydre? Elle est solide, car on n'a pas encore franchi le solidus. Par contre, dans les mêmes conditions de pression et de température, la périodicite en présence d'eau, elle est liquide plus solide. C'est-à-dire, dans ces conditions assurées, comment est la périodicite en présence d'eau? Elle est liquide plus solide. À quelle profondeur ou bien à quelle pression? À une profondeur P1 qui varie entre, cette profondeur varie entre P1 et P2. Et à une température, si on peut, T1 et T2. Donc, dans ces conditions, la périodicité en présence d'eau entre en fusion partielle au niveau de la zone de subduction. Donc, si l'eau accélère la fusion partielle de la périodicite, d'où vient cette eau au niveau de la chaîne, au niveau de la zone de subduction? Au niveau de l'expérience, on ajoute l'eau, mais dans la nature, d'où provient cette eau? Je vais reschématiser la zone de subduction à main levée. Donc, on a dit dans la zone de subduction qu'une lithosphère océanique. La lithosphère océanique est formée d'une croûte océanique, V, en V, symbolisée en V, d'un manteau supérieur, donc croûte océanique, manteau supérieur, l'ensemble de lithosphère océanique qui va glisser sur le continent, la croûte continentale. Le manteau supérieur, donc croûte continentale, manteau supérieur, l'ensemble, lithosphère continentale. En dessous, il y a l'asténosphère, de l'autre partie, l'asténosphère. Asténosphère. Et le volcanisme, le magma qui va donner ce volcanisme andésite.
volcanisme andésitique. Une partie de ce magma, on a dit qu'il va se refroidir en profondeur pour donner des plutons de granitoïdes. Plutons de granitoïdes. Donc d'où provient l'eau qui va accélérer la fusion partielle du manteau supérieur chevauchant, et non pas de ce manteau, le manteau supérieur de la lithosphère continentale, où va entrer en fission la périodite. Donc l'eau provient des réactions chimiques. C'est une eau chimique. Comme en chimie, par exemple, en chimie, vous pourrez avoir cette réaction NaOH, qui est la soude, plus l'acide chlorhydrique, HCl, qui va donner le NaCl plus H2O. C'est une liaison covalente, donc pour donner l'eau. En chimie. Mais à ce niveau, il y a des réactions chimiques entre quoi et quoi? Entre les minéraux des roches de la croûte océanique plongeante. Donc ces roches de la croûte océanique plongeante sont formées de minéraux. Ces minéraux sont formés des éléments chimiques. Ces éléments chimiques vont réagir entre eux sous l'action de quoi? Sous l'action d'une forte augmentation de la pression et une faible augmentation de la température. Donc cette forte augmentation de la pression et cette faible augmentation de la température est appelée métamorphisme dynamique. On va voir dans le chapitre du métamorphisme les types de métamorphisme. Donc sous l'action d'une forte augmentation de la pression et une faible augmentation de la température, que font les minéraux des roches de la croûte océanique? Ils réagissent entre eux pour libérer l'eau. Donc ces réactions entre les minéraux vont libérer le H2O. Cette eau qui va accélérer la fusion partielle de la périodite et qui va donner un magma. Ce magma, en montant, va se mélanger avec les constituants de la croûte continentale et va donner un type de roche appelé l'andésite ou bien un volcanisme andésitique. Et on a dit qu'une partie de ce magma va se refroidir en profondeur au niveau de la croûte continentale et va donner des plutons de granitoïdes. Les granitoïdes, on a dit que ce sont des roches de la famille du granit. Maintenant, on va faire une remarque pour la structure des roches magmatiques et les types de roches magmatiques. Donc pour cela, on peut classer les roches magmatiques en deux types. Donc on a les roches magmatiques. Pourquoi on les appelle roches magmatiques? Car ils sont nés d'un magma, ils proviennent d'un magma. On dit que ce sont des roches magmatiques. Ces roches magmatiques sont subdivisées en deux types. Il y a les roches volcaniques qui sont formées par une éruption volcanique, et les roches plutoniques. Donc les roches volcaniques et les roches plutoniques, ce sont des roches magmatiques. Sauf que les roches volcaniques naissent d'un volcan et les roches plutoniques naissent d'un refroidissement en profondeur du magma. Exemple de roches volcaniques, on vient de voir, il y a l'andésite, il y a le basalte et d'autres roches. Les roches plutoniques, il y a ce qu'on appelle le granit, les granodiorites, il y a le gabbro, et ainsi de suite. De point de vue structure, ou bien texture, les roches volcaniques ont une structure microlytique, c'est-à-dire que la roche, vue grâce
au microscope polarisant, a fait montrer des cristaux, des minéraux de grande taille. Donc quelques minéraux, je vais représenter deux minéraux, qui sont appelés les phénocristaux. Phéno, c'est-à-dire apparent, d'ahar. Phénocristaux. L'andésite est formé de l'amphibole et du plagioclase. Donc ce sont de grands minéraux. La plupart des minéraux de la roche sont de petite taille. Je vais les faire sous forme de bâtonnets. Donc ces minéraux sont de petite taille. Ce sont les plus nombreux au niveau de la roche et qui sont appelés microlithes. Microlithes. Ensuite, il y a le fond de l'observation de la lame qui est rempli d'une matière opaque qui apparaît noire au microscope polarisant. Je vais la mettre en bleu ici. Donc le fond du schéma est rempli d'une matière opaque qui est appelée pâte vitreuse. Pâte vitreuse. Donc, la structure microlithique est caractérisée par la présence de microlithes et de pâte vitreuse. Je vais mettre structure microlithique. Microlithique. Donc, les roches volcaniques ont une structure microlithique qui est caractérisée par la présence de microlithes qui sont des minéraux de petite taille et une pâte vitreuse qui est une pâte amorphe qui ne contient pas de minéral. En contrepartie, il y a les roches plutoniques. La structure des roches plutoniques est une structure grenue. Donc structure grenue. Comment apparaît la structure grenue? Les minéraux sont jointifs. Il n'y a ni microlithes ni pâte vitreuse. Chaque minéral est accolé à son voisin. Donc je vais mettre minéraux jointifs. Minéraux jointifs, c'est-à-dire accolés les uns les autres, avec absence de microlithes et de pâte vitreuse. Comment on explique la structure microlithique des roches volcaniques et la structure grenue des roches plutoniques? Donc là, l'explication de la structure est vue à la vitesse de refroidissement du magma. Supposons qu'on a la surface de la Terre et un magma. Ce magma, en montant, sa température diminue, c'est-à-dire il va se refroidir. Donc, en profondeur, la vitesse de refroidissement, elle est lente. Je vais mettre refroidissement lent. Refroidissement lent. Près de la surface, le refroidissement est de vitesse moyenne, c'est-à-dire qu'elle est un peu rapide. Je vais mettre refroidissement moyen. Et à la surface, le refroidissement il est rapide. Refroidissement rapide. Donc en profondeur, puisque le refroidissement est long, cela va permettre aux minéraux de grandir de volume ou bien de taille, ce qui va permettre la formation des phénocristaux. Phénocristaux. Près de la surface,
les minéraux n'ont pas de temps d'agrandir. Donc, ce qui va entraîner la formation de petits cristaux de taille petite, appelés microlithes. À la surface, la vitesse de refroidissement est très rapide, ou bien le refroidissement est très rapide. Il n'y a pas de temps pour que le minéral se forme, ce qui donne une pâte vitreuse, on dit une pâte amorphe, qui n'est pas cristallisée. Donc, l'explication de la structure microlithique des roches volcaniques est due au refroidissement du magma en 3 étapes. En profondeur, le refroidissement est lent, ce qui permet la formation des phénocristaux. Près de la surface, le refroidissement est moyen ou bien un peu rapide, ce qui donne des microlithes. Et à la surface, le refroidissement est rapide ou bien très rapide, ce qui donne des pâtes vitreuses. Pour la structure venue, on a dit que le refroidissement se fait en profondeur. Donc le refroidissement sera lent, d'où la structure venue apparaît sous forme de cristaux, des minéraux accolés les uns aux autres. On dit que c'est une texture grenue. Donc on a fini avec l'origine du magma du volcanisme andésitique, et par conséquent on a fini avec la chaîne de subduction. La prochaine fois, on va voir les chaînes d'obduction. Donc sur cela, au revoir.